Bonjour tout le monde, donc, je vais parler des plans de test automatisés pour le front-end, qui est une spécialité qui n'a pas forcément de rapport direct avec WordPress, mais qui est généralement très oubliée dans l'écosystème WordPress. Et donc je précise que le HTML c'est la vie, on va y revenir plus tard. Je suis intégrateur web, c'est ma spécialité, je suis aussi développeur WordPress, je suis aussi graphiste et ergonome, je fais plein de choses, mais ma spécialité c'est l'intégration. On va commencer directement avec pourquoi tester, parce que c'est un peu bête, mais comme plein de monde ne le fait pas, on peut légitimement se poser la question. Pourquoi tester, donc particulièrement le front-end? La réponse bête, c'est améliorer la qualité. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses, de déceler ses erreurs, de découvrir des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Ça permet aussi de garantir la qualité, de la suivre, de la montrer au client, de l'exposer. Ça permet d'uniformiser les degrés de compétences au sein des équipes. Et accessoirement, ça permet d'améliorer la qualité de ce qui est rendu à l'utilisateur et donc de rendre service aux utilisateurs de ce qu'on produit. Et en fait, on travaille pour eux. Et des utilisateurs heureux, ça fait des clients heureux et tout le monde est content et c'est super. Quelques définitions, on va zoomer un petit peu. Si je suis dessus. Quelques définitions donc pour éluder beaucoup de choses, parce qu'en fait ça peut les tests automatisés, le front-end et tout ça, ça peut amener beaucoup de mauvaises conceptions, de mauvaises compréhensions. Un test automatisé, c'est un test dirigé par un automate. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il fait tout seul, qu'il fait le café, que vous n'avez plus rien à toucher une fois que vous l'avez branché, ça veut juste dire que c'est un automate qui exécute le test. Le front-end, il y a un grosse émulation en ce moment sur ce thème depuis quelques années. Je ne vais pas vous parler d'écosystème React, Angular et tous ces trucs-là, React dans WordPress, mais je ne vais pas vous parler de ça. Le front-end, c'est vraiment le document HTML qui est servi et disponible via un chemin, donc généralement une URL, mais en local, ça peut être un chemin file, par exemple. Généralement, c'est saupoudré de CSS et de JS et ça vous fait une page web complète. Le front-end, littéralement, c'est ça en fait. C'est pas uniquement ce qui est exécuté dans le navigateur. Quand on pense aux tests et à nos utilisateurs, le front-end, c'est le document HTML, c'est la page web telle quelle. Je mets une petite mention avec ngrok, par exemple, pour les gens qui ont des soucis pour accéder à leur front, justement, parce que c'est en local, parce que c'est une plateforme protégée ou ce genre de choses. Ngrok, c'est un logiciel qui permet de créer des tunnels vers à peu près tout et n'importe quoi, et donc d'y accéder depuis Internet. Dans ce contexte-là, c'est particulièrement intéressant. Un plan de test, c'est la stratégie adoptée en fonction d'un objectif précis. C'est hyper important dans ce contexte-là. On ne se contente pas d'utiliser des outils et de voir les résultats que ça nous sort et puis de se dire ah tiens ça c'est un peu bizarre, je ne comprends pas. Il faut vraiment que ce soit une stratégie, donc que ce soit étudié, élaboré, conçu en fonction d'un objectif précis. Et pour chaque projet, le contenu de votre plan de test va changer. Sauf si vous faites vraiment tout le temps, que vous êtes dans une niche et que vous faites tout le temps la même chose, ce qui est assez rare. Tous vos projets vont avoir des objectifs différents. Par exemple, si on parle de tester les performances de votre front, un site d'un photographe, vous n'allez pas chercher les mêmes indicateurs qu'un blog qui vous affiche du texte globalement quasiment tout le temps. Et donc le budget, c'est une notion qui est particulièrement importante pour définir le périmètre qu'on cible, le périmètre en termes de qualité. Ça rejoint intimement la stratégie en fonction de l'objectif. Une fois que vous avez votre stratégie et les objectifs mis en accord avec le client, si c'est possible, c'est toujours mieux, vous pouvez ensuite définir un budget, et ça va être ça, littéralement, vos objectifs techniques. Vous allez déterminer les limites importants et le niveau d'exigence. Le niveau d'exigence efficient, celui qui ne va pas vous demander énormément d'efforts, mais qui va avoir le maximum d'impact pour les internautes. Et donc ça, c'est ce qui compose un plan de test automatisé pour le front-end. C'est vraiment cette structure-là. Il y a quelque chose dont on ne va pas parler du tout, parce qu'en fait, c'est pareil, le sujet des tests, ça évoque beaucoup de choses. Les tests unitaires, les tests fonctionnels, le test-driven development, les linters et la rédaction des tests. Tout ça, on ne va pas en parler parce que ce sont des choses très particulières qui peuvent être des métiers à part entière. Typiquement, les tests unitaires, on en a vaguement parlé avec JB ce matin pour ceux qui sont inclus au corps.
les tests fonctionnels aussi. C'est des tests qui ne vont pas être directement liés au métier du front-end. C'est des choses qui vont être plus liées, dans le cas des tests unitaires, au bon déroulement de votre code, à la bonne exécution. Les tests fonctionnels au bon fonctionnement de l'interface, donc c'est un rapport direct avec le front, mais en fait pas directement pour vos utilisateurs. Test-driven développement, c'est carrément une philosophie de travail, et donc ça ne rentre pas du tout dans le cadre de cette présentation. Les linters, qui sont des outils pour garantir et homogénéiser la qualité de votre code langage par langage. Et la rédaction de tests, et là c'est un métier à part entière, et c'est impossible de traiter ça en 40 minutes. J'ai que 40 minutes. Et donc les bons plans, parce qu'il y en a. Les bons plans, ça nécessite deux choses en plus des quatre définitions qu'on a évoquées précédemment. Les résultats de tous les tests doivent être intelligibles, c'est-à-dire que n'importe quel intervenant sur le projet doit être capable de comprendre l'enjeu du test, le résultat, et éventuellement, dans l'idéal, ce qu'il doit faire pour améliorer le résultat. Et un référent doit être identifiable. Ça peut être un référent par domaine, par spécialité, ça peut être un référent global pour la stratégie de test, ça peut être un référent juste du projet, mais il faut que vous ayez quelqu'un à qui parler quand un test échoue. Et surtout, cette personne doit aussi suivre le bon déroulement des tests. Tout le monde doit savoir ce qui se passe et comment ça se passe. Si vous n'avez pas ces deux points-là, si vos tests sont inintelligibles et qu'il vous faut un expert pour les déchiffrer, ou si vous n'avez personne à qui parler de ces tests, en fait, ils ne serviront jamais à rien, vous allez juste gaspiller du temps à brancher des outils de test. Et donc, on va commencer l'aspect un peu plus technique, par l'axe du quoi, donc de ce qu'on teste littéralement, et je vais parler par spécialité. Il y a d'autres axes possibles qui sont tous trop complexes pour tenir dans une petite présentation. Par exemple, le où. On peut tester dans plein d'endroits, on peut tester dans son navigateur, on peut lancer son navigateur en mode headless, on peut le faire dans l'environnement de développement. Les environnements riches comme PHP Storm, par exemple, permettent de brancher des outils de test directement dans l'environnement. On peut utiliser ça dans les outils dans ce qu'on appelle les task runners, donc Gulp, Grunt, Webpack. Et on peut faire ça, on peut avoir une VM dédiée au déroulement des tests. Mais tout ça, ça implique beaucoup de connaissances techniques que je n'ai pas envie d'aborder aujourd'hui, on pourra en parler après. Le quand, ça c'est particulièrement intéressant, surtout vis-à-vis des objectifs, et ça dépend beaucoup de votre équipe, de la taille de l'équipe du projet. Parce que vous pouvez tester à plusieurs moments, il faut être capable de déterminer quel est le moment le plus pertinent pour votre projet en fonction de votre taille d'équipe et du code que vous produisez. Vous pouvez le faire dès la modification du code, c'est-à-dire par exemple dans l'éditeur de texte, dans PHP Storm, à chaque fois que vous faites une modification, il enregistre quelque chose, vous êtes capable de hooker des comportements à ce moment-là et de lancer les tests dès que vous avez fini de saisir, dès que vous avez quelque chose comme 3 secondes d'interruption de saisie, les tests passent. C'est un peu violent, et c'est très consommateur de ressources, mais on peut le faire. Vous pouvez faire ça au commit, donc par exemple, dès que vous allez vouloir pousser du code, en fait, on peut littéralement vous empêcher de pousser votre code s'il y a un test qui échoue, un test précis. Vous pouvez faire ça au merge, quand vous fusionnez une fonctionnalité dans la branche principale. Vous pouvez très bien définir des conditions pour que la branche soit considérée comme mergeable. Au déploiement, donc ça c'est à chaque livraison, littéralement, ça peut être en fait votre plateforme cible qui déroule les tests du code que vous êtes en train de lui livrer. Et vous pouvez faire ça en continu sur la prod, donc après c'est du monitoring. Généralement c'est avec un degré un peu plus bas et vous ne suivez pas forcément les mêmes choses sur du monitoring, mais en tout cas vous pouvez le faire. Le quoi, donc là on va en parler plus précisément, ça peut être soit un outil de test spécialisé par domaine, soit des plateformes ou des solutions qui font ça tout en un, qui traitent un petit peu tout. Il y en a beaucoup, on en verra quelques-unes. Et après, la question, c'est aussi comment gérer les résultats. Donc, vous pouvez soit générer des flux JSON pour les écouter, pour en faire quelque chose derrière du traitement, soit générer tout bêtement un rapport PDF, Markdown ou texte, comme vous voulez. Il y a des outils qui créent des tickets à la volée dans vos outils de ticketing. Ça, c'est ultra violent et bon, vous pouvez. Et vous pouvez vous lancer des alertes Slack aussi si vous aimez bien avoir des notifs tout le temps. C'est sympa. Et donc, on va attaquer par l'axe du quoi. La qualité de code, en premier lieu, c'est quelque chose sur le front qu'on oublie très très souvent. Et généralement, la première question que je pose à un développeur qui vient me voir parce qu'il y a des problèmes sur le front, c'est est-ce que tu as validé ton HTML? Bizarrement, très peu de monde fait ça, régulièrement. Et pourtant, ça s'automatise hyper facilement.
On peut très facilement éliminer tout ce qui est avertissement et conseil du W3C. On peut se limiter aux erreurs véritables. Et c'est extrêmement enrichissant, ça permet d'éviter beaucoup de choses. Donc le Validator, l'outil du W3C historique qui existe depuis genre 1998, qui permet de valider à l'origine le HTML, mais désormais vous pouvez aussi valider le CSS, vous pouvez valider vos flux RSS ou n'importe quel type de flux Atom. Vous pouvez valider les liens. Le W3C met à disposition un service de surveillance des liens brisés. C'est quand même sympa. Et vous pouvez valider l'internationalisation, le fait que votre HTML soit correctement lisible dans n'importe quelle langue, que vous ayez les bons attributs pour définir la langue du document et ce genre de choses. Plus particulièrement pour l'HTML CSS, vous avez des interfaces Node qui sont très pratiques à utiliser en ligne de commande ou branchées justement dans tous vos outils, tous vos task runners et tout ça. C'est un outil dont on ne mesure pas l'impact et le gain de temps en termes de développement sur le front, en termes d'intégration. Très souvent, on se retrouve à passer des minutes, voire des heures perdues, juste parce qu'on a mal fermé une balise. Et ça, c'est quand même dommage. En termes de qualité de code, on a aussi des indicateurs qui peuvent être pertinents dans certains contextes, toujours en parallèle avec votre objectif. C'est les statistiques. Donc il y en a pour le DOM et pour les CSS. Tout simplement, ça va être de compter le nombre d'éléments, le degré d'imbrication de vos éléments maximum, le nombre de propriétés répétées, le nombre de valeurs répétées. Toutes ces indications-là, c'est en fonction de votre projet. Ça vous permet de déterminer si c'est vraiment nécessaire, si tout le code que vous avez produit est nécessaire et paraît cohérent avec l'objectif du projet. Par exemple, si vous avez 3000 fois la même couleur qui est répétée dans vos styles, normalement vous avez un problème. Et c'est un simple indicateur, mais c'est très intéressant à regarder de temps en temps. L'accessibilité, ça c'est le sujet par lequel je suis entré dans les tests automatisés, parce qu'il y a énormément d'outils très pertinents, notamment Axe, qui est une tuerie absolue en termes de tests automatisés. Vous pouvez vous en servir n'importe où, n'importe quand. Il y a ce qu'ils appellent le cœur, qui est en fait la librairie de tests rédigée avec les conseils associés, les liens associés à chaque test pour que vous en appreniez plus et que vous appreniez à le corriger. Et après, il y a toute une flotte d'outils qui se rajoutent au cœur. Donc, vous pouvez vous en servir en ligne de commande, vous pouvez vous en servir en extension navigateur dans Firefox et Chrome. C'est hyper efficace et c'est directement lié à l'inspecteur, donc c'est très pratique pour voir littéralement où sont les problèmes. Vous pouvez le brancher à votre intégration continue si vous en avez. Et c'est notamment ceux qui se trouvent derrière tous les outils dont la plupart des gens se servent, notamment Lighthouse dans Google. Les tests d'accessibilité, c'est Axe. Dans Protractor, les tests d'accessibilité dans Angular, c'est Axe. Et en fait, dans quasiment tout ce que vous pourriez croiser comme test d'accessibilité, derrière, c'est Axe. Dans le contexte de WordPress, plus spécifiquement, il y a un concurrent de Axe qui s'appelle Tenon, qui est aussi extrêmement riche, qui a plus de tests que Axe. Le seul inconvénient et le truc pourquoi Axe écrase littéralement Tenon, c'est parce que c'est disponible que sous forme de plateforme et en fait vous payez à l'appel API pour exécuter les tests. Du coup, c'est quand même une contrainte assez importante. Par contre, c'est intégré dans WordPress. Joe Dolson, le responsable de l'équipe accessibilité de WordPress, a créé une extension qui permet de juste mettre sa clé d'API Tenon et ça vous génère des rapports. Ça crée un custom post type pour les rapports, donc ils sont historisés. Vous pouvez y accéder sur votre front. Ça vous génère un rapport en HTML et donc c'est hyper lisible et c'est à la portée de tout le monde. La seule inconvénient, c'est que c'est sur Tenon et donc il faut payer à l'appel API. Par contre, dans l'extension, vous pouvez le programmer par exemple pour faire un test sur une page une fois par mois. Et vous arrivez à maîtriser vos coûts de cette manière-là. La sécurité, c'est un sujet qu'on oublie très souvent sur le front parce qu'on considère que ça dépend uniquement du back-end. C'est pas vrai. Notamment parce qu'on a tout ce qui est en tête HTTP, ce genre de choses, qu'en fait, généralement, c'est l'intégrateur qui va configurer ça dans le htaccess, dans un projet WordPress. C'est très souvent ce qui se passe. On se retrouve avec un intégrateur qui va définir des entêtes HTTP sans se rendre compte de la portée qu'il peut y avoir ou alors de ceux qu'il faudrait rajouter pour sécuriser au maximum les choses. Pour tester la sécurité, il y a ZAproxy, qui est un logiciel, donc un client lourd, à installer, qui fonctionne sur tous les OS que vous pouvez imaginer, qui est développé par le WASP, qui est une organisation dédiée à la sécurité du web, à la sécurisation du web, qui est notamment connue parce qu'elle publie tous les 5 ans environ le top 10 des failles les plus répandues sur le web. Donc celle à vérifier en premier lieu sur vos travaux.
Le client lourd, donc, qui doit nécessairement être installé sur votre poste ou dans une machine virtuelle, met à disposition une API qu'on peut interroger via un client Node, et rebelote, on peut rebrancher tout ça dans ses task runners, dans à peu près tout ce qu'on veut. C'est très facile. Je précise, attention, ça pique, parce que ZAProxy, c'est un vrai monstre en termes de tests de sécurité. Si vous le mettez à son niveau maximal, la recommandation de l'OWASP, c'est de tester un site qui n'est pas connecté au réseau. Vous pouvez péter une prod ou n'importe quoi, mais vous allez littéralement la défoncer, c'est obligé. Un WordPress ne tient pas le choc. C'est pas possible, c'est un degré tellement violent que vous ne pouvez pas. Donc là, pour un site WordPress ordinaire, la recommandation, c'est plutôt d'essayer ce qu'ils appellent le mode speeder. Donc c'est un robot qui parse tout ça en mode normal, donc il ne va pas essayer des trucs vraiment complètement tarés. Et c'est bon à savoir parce qu'on pourrait se faire avoir. Observatory, c'est un outil qui est très intéressant, qui est mis à disposition par Mozilla, qui en fait agrège plusieurs autres outils ultra spécialisés, dont le principal travail va être de vérifier la qualité du certificat SSL, sa validité, le protocole utilisé, et aussi tous les entêtes HTTP. Et donc lui, il va vous dire s'il en manque, par exemple, si vous n'avez pas mis en place de CSP, d'HSTS et ce genre de choses. Si ces trucs-là ne vous parlent pas, c'est qu'effectivement, ça vous intéressera. C'est un outil qui est disponible en ligne, il y a un site internet, et qui vous sort un rapport très détaillé. Et il y a aussi une interface de commande Node. Je pense que vous commencez à deviner où je vais arriver à la fin. Les performances, donc là on en a déjà parlé juste avant avec Grégory qui parlait de Pingdom Tools, des outils qui sont un peu plus spécialisés, en tout cas un peu plus maniables, qui ne vous nécessitent pas de passer par un site web pour dérouler vos tests. C'est notamment le cas de Fantomas, donc, qui est basé sur PhantomJS, un gestionnaire de WebDriver, donc d'exécuteurs de navigateurs web, qui est hyper intéressant parce qu'en fait, de collecter des métriques. Absolument tout ce qu'on peut imaginer mesurer sur une page web, lui va le mesurer. Alors, c'est intéressant. Par contre, c'est que des mesures. Ça ne vous dit pas si c'est bien, si c'est pas bien, si ça correspond à vos objectifs et tout ça. Donc derrière, c'est à vous de définir une interface avec tous les chiffres qu'il vous ressort pour déterminer ce qui vous convient. Dans l'environnement que j'utilise un outil qui s'appelle Louis, qui est une tâche Gulp qui en fait permet de définir pour toutes les mesures de Fantomas le budget que vous lui allouez et donc de le comparer. Et là, littéralement, il vous sort en vert, c'est bon, on est en dessous du budget, en rouge, c'est pas bon, on est au-dessus. Et voilà. Yellow Lab Tools, qui est un site qui est assez répandu parce que créé et géré par un petit Français qui vient de passer à l'étranger. Utilise Fantomas et ne fait que ça et le fait super bien. Et donc Yellow Lab Tools, et c'est vraiment un site beaucoup plus vif et rapide que Pingdom Tools, WebPageTest et ce genre d'outils, qui affiche moins de choses par défaut, mais qui est beaucoup plus intelligible, justement. Et je parlais d'intelligibilité, c'est hyper important. Pingdom Tools ou WebPageTest, en fait, ils vous sortent tout et c'est bourrin, c'est un peu compliqué. Il y a des alternatives, donc notamment Google PageSpeed Insights, même si aujourd'hui ça n'existe plus vraiment sous cette forme-là, ça a été intégré dans Lighthouse et dans d'autres outils. Il y a encore une interface en ligne de commande qui existe, qui est très pratique parce que là, pour le coup, il vous sort des scores. Donc vous pouvez éventuellement lui passer le budget que vous souhaitez lui allouer et il vous sort un score directement, donc pour vous dire si c'est bien ou c'est pas bien. C'est un peu plus aidé, on est un peu plus aidé en tant qu'utilisateur pour s'en servir, et c'est plutôt intéressant. La compatibilité navigateur, et donc là on a un petit bonhomme dans un bateau qui rame, parce que c'est hyper galère à tester. Aujourd'hui, j'ai pas d'outil de test automatisé qui va me dire si ma page est compatible. Ce genre de choses n'existe pas encore. Par contre, je me sers d'un utilitaire qui s'appelle BrowserSync, donc en fait, beaucoup de monde s'en sert en tant que juste rechargement de page à chaud, à l'édition de code, qui permet de créer un serveur HTTP directement et de servir les pages et d'écouter les surveillances et puis de recharger la page toute seule en fonction des ressources et tout ça. Très pratique, sauf qu'à l'origine, c'est fait pour la navigation synchronisée, donc avoir plusieurs navigateurs. Et c'est assez magique parce que ça met à disposition une instance de base de BrowserSync, met à disposition une URL à laquelle vous pouvez accéder depuis l'extérieur. Et donc vous pouvez vous en servir sur n'importe quel appareil. Vous pouvez vous en servir, vous pouvez brancher un navigateur que vous avez dans une VM sur votre poste. Vous pouvez le brancher sur la même instance de BrowserSync que votre environnement de dev. Et donc en fait, vous pouvez littéralement tester tous les navigateurs que vous voulez en même temps. Ça ne vous dira pas si ça marche bien et tout ça, mais vous le verrez littéralement.
Et donc il y a des outils qui sont ultra spécialisés là-dedans, donc vous avez certainement déjà entendu parler, qui font à peu près la même chose que BrowserSync, sauf qu'au lieu que ce soit vous de vous emmerder de fournir les navigateurs et de les ouvrir, en fait, eux disposent d'une flotte de milliers de machines virtuelles avec, pour chaque OS, chaque version de navigateur, tous les couples qu'il vous faut. Généralement, vous avez une liste de choix et vous cochez tous les systèmes et navigateurs que vous voulez, et il vous lance une VM, il vous fait des screenshots, il vous fait des vidéos. Donc, ça dépend des plans que vous utilisez. Ces 3 outils sont payants, très chers, mais ça marche du feu de Dieu, et vous pouvez brancher plein d'outils d'automatisation dessus. Vous pouvez exécuter par exemple sur SauceLab et BrowserStack des tests Selenium, donc des tests fonctionnels que vous leur demandez de dérouler sur toutes les instances des VM que vous lui avez demandé de lancer. Et il va faire des captures vidéo du déroulé de vos plans de test. C'est très intéressant. Par contre, à l'échelle d'un projet WordPress, c'est assez rare d'avoir besoin d'une armada comme ça. Par contre, il faut savoir que ça existe parce que si un jour vous avez un énorme site WordPress avec plein de fonctionnalités, ça pourrait vous sauver la mise. Et donc le futur, entre guillemets, c'est les tableaux de support. Je pense que vous le connaissez tous sous le nom de Can I Use, un petit site web plutôt pratique où vous rentrez juste une propriété ou une API HTML ou ce genre de choses et il vous sort le tableau de compatibilité des navigateurs récents. Vous pouvez appliquer des filtres, vous pouvez filtrer par région, par proportion d'usage et ce genre de choses. C'est très pratique. Et tout ça, bien sûr, est open source. C'est juste un énorme tableau JSON qui se promène sur GitHub. Et le Mozilla Developer Network est en train de faire la même chose aussi, MDN, que vous avez sûrement croisé aussi. Tous leurs tableaux de compatibilité qui étaient anciennement saisis à la main, c'était très très fastidieux. Aujourd'hui, ils ont appliqué la même stratégie que DoIUse, où c'est un énorme tableau JSON sur un projet GitHub qui est du coup forkable facilement. Tout le monde peut contribuer très facilement. Contrairement à DoIUse, il n'y a pas qu'une seule personne pour gérer tout ça. Donc, Can I Use, quand vous regardez le repo GitHub, il a plus de 700 pull requests ouvertes parce qu'en fait, le gars est tout seul derrière ce site. Si vous avez un peu de temps pour l'aider, allez-y. Et donc, ces 2 outils, pour l'instant, sont pas utilisables tels quels. Ils ont tous les deux des gros problèmes. Par contre, ils ont des interfaces en ligne de commande aussi qui sont très pratiques et qui parsent littéralement la page, qui vont tester toutes les propriétés CSS et tous les éléments HTML, tous les attributs et tout ça, et vous dire, ça, c'est pas compatible dans votre budget de navigateur. DoIUse et Compat Tester utilisent tous les deux en entrée un tableau de browser list comme autopréfixeur. Donc vous lui dites, voilà, moi je vise telle version de navigateur, et en fait, ils vont parser votre page et vous dire tout ce qui n'est pas compatible dans votre enveloppe navigateur. Et c'est génial. Mais ça ne marche pas encore. J'ai passé ma semaine à saisir des PR sur tous ces projets et des issues. La non-régression visuelle, qui est un sujet encore plus abscon dans l'écosystème WordPress et un petit peu dans le front-end, il faut bien l'avouer. C'est un indicateur très précis pour voir s'il y a des choses dans le cadre, par exemple, d'une refonte purement technique qui ne doit pas impacter l'aspect visuel, de vérifier que vous n'avez justement pas d'effet de bord visuel. Le principe, littéralement, c'est de prendre un screenshot avant, un screenshot après, on compare et on voit ce qui match ou pas. Et donc, il y a beaucoup de solutions pour faire ça. Étonnamment, beaucoup, parce que ce n'est pas un sujet qui est très répandu. Il y a notamment Eagle, qui a été développé par Orange, qui est une usine à gaz, mais bon, je le mets là parce que je travaille sur Orange. Il y a Race de la BBC, qui est aussi très très lourd, mais qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple à manier. Donc c'est quand même un gain très important. Et Backstop.js, qui est une solution à part entière, il faut être un peu vraiment plus développeur pour s'en servir. Ces 3-là se servent d'un WebDriver, donc comme on en a parlé tout à l'heure, ce sont des exécutables littéralement quand vous installez PhantomJS par exemple, il vous télécharge les derniers zips et les derniers fichiers exécutables des navigateurs et puis il les lance dans une black box. Sinon, donc en mode un peu plus léger, vous pouvez passer en navigateur headless, donc avec les navigateurs que vous avez installés, ce sont vos navigateurs, il y a juste une instance qui est créée dont vous n'aurez pas connaissance pendant le déroulement des tests, qui permettent de faire ça, et donc en fait Chrome dispose de Puppeteer, c'est un outil qui est dédié à piloter Chrome de façon headless, et Firefox, en fait, vous avez besoin de rien, il fait tout ça très bien tout seul. Juste un peu de pub pour Firefox. Et donc, vous pouvez, la commande que j'ai indiquée là, Firefox-screenshot, avec un nom de fichier, une URL et un paramètre Window Size, ça vous génère le fichier de ce site à la bonne résolution. Et derrière, pour savoir si vous avez une régression visuelle ou pas, vous avez besoin de rien. Vous versionnez le fichier qui est généré. Et si Git ou SVN vous dit qu'il y a un diff sur ce fichier, vous avez une régression visuelle. Point. C'est aussi simple que ça.
Si vous voulez aller plus loin et savoir ce qui a bougé, il y a des librairies JS qui comparent effectivement, qui vous créent des cartes de chaleur des zones qui ont bougé. Donc c'est le cas de Pixelmatch et de ReassembleJS. ReassembleJS qui vous fait vraiment une carte de chaleur, donc un peu comme des tests utilisateurs. Pixelmatch vous donne plutôt la quantité de visuel qui a bougé. Et donc en comptant le nombre de pixels, c'est une valeur un peu abscon, mais c'est assez intéressant aussi. Je ne me sers pas de tout ça, je me contente, moi, de ma petite commande Firefox et de vérifier le diff des fichiers. Ça marche très bien pour les besoins que j'ai. Le référencement naturel, donc là c'est un petit peu plus flou parce qu'en fait il y a énormément de tests de référencement naturel qui sont déjà couverts par les tests de performance, par les tests d'accessibilité, par les tests de qualité de code. Par contre, il reste quelque chose d'intéressant à regarder, juste le title, la métadescription, la méta-auteur, le H1 et son contenu. Si vous trouvez des liens brisés, ce genre de choses, en fait, vous pouvez le comparer très facilement juste en JS. Vous chopez la string, vous vérifiez sa longueur, vous vérifiez si vous retrouvez les termes un peu partout dans la page et tout ça. C'est très simple à faire et ça permet de compléter les tests de performance et d'accessibilité. Personnellement, j'utilise SEO Checker qui permet de faire ça de manière très simple et c'est un paquet NPM. Bon, j'avais prévu de pinguer Daniel qui n'est pas là, mais vous connaissez probablement tous SEO Mix. Et donc là, on parle des outils génériques, ceux qui vont essayer de tester tout, en tout cas d'être complets, qui ont un inconvénient majeur, c'est qu'en fait, ce sont des plateformes en ligne. Vous ne pouvez pas les installer, vous ne pouvez pas vous en servir différemment, à l'exception de SonarWall, qui est vraiment complet, parce qu'à la base, ils l'ont développé en tant que logiciel. Maintenant, on peut s'en servir dans plein de contextes différents, c'est pratique. Lighthouse est embarqué dans Chrome. En théorie, il peut s'utiliser en ligne de commande. Honnêtement, je ne l'aime pas. À chaque fois, il me fait planter Chrome. À chaque fois, j'ai des problèmes avec cet outil. Par contre, il fait plein de choses. Donc, c'est intéressant en tant que projet de référence pour automatiser ces tests. Ederboost, c'est un petit français qui commence à bien émerger, qui était à l'origine spécialisé dans la vitesse et les performances, qui aujourd'hui fait aussi des tests d'accessibilité, des tests de sécurité, et qui étend de plus en plus ses capacités de test et qui est vraiment pertinent, qui est beaucoup moins cher que des outils, par exemple, comme on a vu pouvoir SOS Labs ou BrowserStack. C'est pas le même métier, hein, mais et qui est vraiment très très complet. Vous pouvez faire un ou jusqu'à 5 tests par semaine, je crois, gratuitement. Et donc de manière automatisée, si vous savez gérer vos plannings et ce genre de choses, et où vous vérifiez des releases précises et ce genre de trucs, en fait, vous pouvez vous en servir gratuitement et c'est hyper pertinent. Je fais un petit big up à Opcast, qui est un projet de gestion de qualité web, de qualité en général. Il n'y a aucune notion de technique dans Opcast. Ils ont un outil de reporting, mais qu'ils ne mettent plus trop en avant, parce qu'il est un peu lourdingue et tout ça. L'idée d'Opcast, c'est vraiment de gérer des bonnes pratiques du web. Par exemple, avoir au moins 2 moyens de contact sur votre site internet. Ce genre de choses qu'on ne va pas automatiser, auxquelles on ne va pas nécessairement penser. Opcast vous le rappelle. L'origine de ce projet, ce sont des checklists de bonnes pratiques. La version 3, on dispose de 226 à vue de nez. Elles sont toutes disponibles en ligne. Elles traitent entre autres des bonnes pratiques génériques, mais ça parle aussi un peu de référencement, d'optimisation du chargement, de vitesse et tout ça. Ça parle aussi de Green IT. Donc ça évoque beaucoup de choses et c'est vraiment très très complet, très intéressant. Il dispose d'une certification, vous pouvez prouver que vous connaissez les bonnes pratiques de qualité web. C'est quelque chose d'indispensable à mon avis. Et donc c'est là qu'on commence à rigoler. Et il me reste à peu près 5 minutes. L'usage que j'en ai au quotidien, moi, c'est brancher dans Gulp. C'est tout bête, hein, il y a plein d'outils, il suffit de les brancher dans Gulp, et puis j'ai une métatask test qui lance tous les tests que je veux. Si on regarde un petit peu ce que ça peut donner, là par exemple, vous avez la tâche qui lance Axe, c'est aussi simple que ça, l'interface, l'API est super simple à utiliser. Vous avez plein d'autres paramètres, hein. Par exemple, si vous voulez exclure des sélecteurs parce que vous savez déjà qu'ils vont planter un test, vous pouvez le faire. Vous passez un tableau d'URL et ça vous retourne tous les résultats. Si on regarde un petit peu en termes de rendu ce que ça peut faire, on va pas lancer le test tout de suite. Hop. Ça peut être un petit peu long, forcément. Là, dans l'idée, sur mon environnement de travail, c'est que j'ai des fichiers HTML en local, je lui passe juste les chemins vers les fichiers HTML et il parse tout ça, il se débrouille. On va le laisser mouiller un petit peu. Et on va peut-être passer à la suite parce qu'il est un peu long.
En tout cas, vous aurez compris l'idée. C'est très facile à brancher. Vous automatisez une tâche, donc vous pouvez lancer séparément, mais vous pouvez faire une métatâche que vous allez lancer et qui va agréger plusieurs outils directement. Généralement, ça vous fait un rendu dans la console qui est un peu dégueulasse parce qu'ils n'ont pas tous la même façon de présenter leurs résultats. Donc là, vous ne le voyez pas, mais en fait, il est en train de me lancer Chrome pour dérouler les tests. Donc il va bientôt finir. Plus généralement, moi, je branche ça sur les événements NPM. Quand vous lancez un projet en Node, peu importe ce que vous utilisez derrière, dans votre fichier package.json, il y a une entrée qui s'appelle script qui vous permet de dérouler tous les tests que vous voulez et de hooker sur des événements NPM. Généralement, quand vous lancez un NPM init, il va au moins vous en mettre un qui s'appelle test et vous mettre un echo test have fail parce que vous n'avez pas branché de test sur le hook NPM test. Donc moi, ce que je fais, c'est tout simple. Je lance ma tâche glub test. Comme ça, si on fait NPM test, il se débrouille, il lance tous les tests qu'il faut. Et je mets un exemple là, en l'occurrence, pré-publish. C'est un événement qui va se produire si vous publiez votre projet sur NPM avant que vous lanciez NPM Publish. Quand vous lancez NPM Publish, il va hooker ça, il va dérouler les tests et il va vous empêcher de publier s'il y a un test qui ne passe pas. C'est plutôt intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. On doit pouvoir regarder. C'est encore un peu petit. Mais en gros, là, forcément, c'est un projet que je maîtrise, donc il n'y a pas d'erreur. Mais pour chaque document HTML que j'y passe, il me précise qu'il n'y a pas d'erreur. Si on regarde dans le package.json, on peut voir que concrètement, je m'en sers un petit peu plus que ça, parce que par exemple, je m'assure que le projet soit bien buildé. J'ai le premier hook pré-test, qui donc est effectué avant les tests. Je m'assure que le projet soit bien buildé avant de dérouler les tests, sinon c'est un peu con, on perd du temps bêtement. Ensuite, je démarre ça. Puis voilà, c'est des petits raccourcis sympas, et donc pour mes projets, j'ai juste à faire NPM test et ça déroule tous mes plans de test. Dans Travis, donc pour ceux qui s'en servent, ou n'importe quel outil de CI d'ailleurs, vous pouvez leur passer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'intégration continue, donc qui vous permet à chaque fois que vous poussez du code ou que vous mergez une release ou ce genre de choses, c'est à vous de définir ça, d'exécuter ce que vous voulez, de vérifier que ça build. En général, c'est un peu l'objectif, un peu comme Jenkins, sauf que moi je m'en sers uniquement pour dérouler mes tests. Et donc j'ai une tâche Travis qui me sert à passer. En fait, pour péter un build dans Travis, il faut que les tests échouent en émettant un code précis. Il faut que le processus meure avec un code 1. Et donc j'ai une tâche qui permet de faire ça, qui agrège juste mes tests et qui dit que s'il y en a un qui échoue, on tue le process et on a un. Et donc c'est là que c'est un petit peu rigolo, parce qu'en fait, sur une PR, littéralement, quand il y a une seule erreur de validation HTML, je peux empêcher le merge de la branche. Et donc ça, pour faire chier ces développeurs, c'est royal. Mais c'est quand même super pratique pour s'assurer de la qualité, de la bonne compréhension du HTML. Là, c'est un projet d'intégration statique, donc on manipule du HTML, du CSS, du JS, c'est tout. Sur un projet beaucoup plus lourd, où par exemple, on va avoir un projet en WordPress ou en Symfony, où on va avoir des templates spécifiques, un peu mélangés dans du PHP, ce genre de choses. La validation HTML, elle va être moins facile à vérifier à l'œil nu. Vous allez avoir des fichiers partiels et ça, vous n'allez pas forcément vous rendre compte qu'il y a une balise qui est mal fermée ou qui n'est pas fermée au bon moment. Donc ça vous permet de le vérifier. Non, on était toujours là. Et donc, pour la prod et le monitoring, j'ai moi-même créé un petit outil qui s'appelle Stats, qui se contente d'agréger plusieurs outils de test. On va y arriver. Tac. Et qui en fait crache absolument tout dans la console. Non d'ailleurs, je suis en local. Donc ça, vous pouvez le brancher sur tous vos outils si vous voulez. On va tester mon site. Et donc tout ce qu'il va faire là, c'est tester il va tester l'accessibilité, les performances, le référencement, sortir les statistiques, les métriques de HTML et de CSS, vérifier la validité du HTML et du CSS. Il va faire tout un tas de choses et il va nous sortir ça dans un résultat à peu près normalisé. Je dis bien à peu près parce que bon, c'est un peu variable. On va avancer un petit peu parce que j'ai plus beaucoup de temps. Ça y est. On peut voir par exemple que là, il n'a pas réussi à se connecter. Donc on va tester un truc en local.
On n'a plus le temps, je pense. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Le truc important, une fois que vous avez déroulé tous vos tests, que vous avez plein de résultats et tout ça, c'est super, on a plein de chiffres, c'est trop bien. Mais en fait, il faut en faire quelque chose. L'idée, c'est pas d'avoir des résultats parfaits partout, c'est impossible. Vous allez vous tuer à la tâche et passer 8 jours de travail pour un petit site que vous êtes censé faire en 3 jours. C'est pas possible. L'idée derrière tout ça, c'est juste qu'on tolère les erreurs, on ne s'amuse pas à péter les billes, à empêcher les gens de comité et tout ça sans raison. On définit des indicateurs précis. Et en fait, à chaque fois qu'on déroule le test, l'objectif que je me fixe, moi, c'est d'améliorer un résultat, un seul. Je sors des centaines de métriques, littéralement. Mon objectif, à chaque fois, c'est d'en améliorer une seule. Une fois que le message d'erreur est compris, qu'on a interprété la documentation, qu'on l'a lu, qu'on n'a pas mis un correctif en place au petit bonheur à la chance, mais qu'on l'a vraiment retesté, parce que sinon, ça sert à rien, et qu'on ne commet plus cette erreur au bout de 2 ou 3 fois, à ce moment-là, on peut se dire qu'on va commencer à verrouiller le commit ou le build ou ce genre de choses, parce qu'on se dit, là c'est bon, ça fait partie de mon socle de qualité de base, et ça devient indispensable parce que je le maîtrise. Et donc en conclusion, le plus important, comme je viens de le dire, c'est de démarrer, c'est juste d'exécuter les tests. Vous aurez plein d'erreurs, c'est pas possible de tout réussir du premier coup. Personne ne sait faire ça, personne n'est expert en sécurité, en accessibilité, en référencement, en qualité de HTML, personne. L'objectif, c'est d'apprendre, d'améliorer, de progresser en découvrant des petits détails qu'on ne connaissait pas, des nouveaux en-têtes HTTP pour la sécurité, des balises ou des attributs qui sont interdits en HTML dans certains contextes très précis. À chaque fois que vous apprendrez ce genre de choses, vous allez progresser, vous allez vous améliorer et ça n'a pas de fin. Vous progresserez tout le temps. Je précise un petit quelque chose, c'est que dans la plupart des domaines, voire tous en fait, les tests manuels sont indispensables. Un test automatisé ne va pas vous couvrir, ne va pas vous dire c'est bon, vous êtes nickel. En accessibilité comme en référencement, par exemple, les critères principaux, c'est la pertinence du contenu. Aucune machine ne saura mesurer ça, jamais, c'est pas possible. Du coup, et sachant qu'en plus c'est rarement dépendant du développeur, la pertinence du contenu. Donc ce genre de choses sont nécessairement manuelles. Dans le cadre de la performance, par exemple, Grégory a répondu très intelligemment à une question à la conférence précédente où quelqu'un parlait du grade qu'il avait atteint sur Pingdom Tools et il lui a répondu ok, mais en termes de temps de chargement ça donne quoi? Les performances perçues, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va pouvoir sortir en métrique, donc c'est important de tester manuellement et de s'en rendre compte. Faut continuer, voilà. Et donc j'ai plein d'autres choses à montrer si vous êtes intéressés. Merci. Alors, on va prendre le temps d'une seule question pour pas trop empiéter sur la pause de midi. Par contre, voilà, le temps qu'on switch d'ordinateur. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Ça dure pas trop longtemps. Allez, parfait. Bonjour, c'était extrêmement intéressant, merci. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il existe déjà des outils sur GitHub ou autres qui concatènent un peu tous les outils que tu nous as présentés, histoire de pas tous de se taper tout le boulot d'emblée? Ça serait pas mal. Ça serait très bien, effectivement. Mais comme je l'ai dit dans la présentation, en fait, la plupart des outils qui font ça sont payants. Parce qu'il y a vraiment un métier de fou derrière et du temps passé extrêmement important. Il y en a qui deviennent accessibles, mais j'ai encore rien vu qui permet de l'automatiser littéralement dans GitHub, par exemple. En théorie, avec SonarWall ou Lighthouse, par exemple, c'est faisable. Par contre, j'ai encore vu aucun outil clé en main où tu vas juste dans l'interface de GitHub, tu cliques et ça marche. Ils vont le faire. C'est sûr. Sans parler d'automatiser complètement, mais vraiment simplement déjà avoir une base de départ en fait. Avec, par exemple, un fichier Gulp où il y a déjà un peu toutes les tâches. Pas à ma connaissance. À ma connaissance, je suis le seul malade à essayer de faire ça. Par contre, encore une fois, si tu passes par SonarWall, Airboost ou Lighthouse sur les versions en ligne ou dans le navigateur, en fait, tu as des outils qui testent tout ça. C'est juste que ça ne sera pas branchable facilement dans ton environnement de travail, par exemple. Par contre, tester une prod ou une pré-prod par ces outils-là, parce qu'ils ont juste besoin d'une URL publique, c'est faisable. Et là, tu as vraiment des indicateurs dans tous les domaines et tu peux en piocher un pour l'améliorer. Merci Gaël, on peut l'applaudir.